le cas choquant de la famille qui a commis le pire type d'inceste, entre parents et enfants chihuahua. Pendant des années, la Sierra Alta de Chihuahua a gardé un secret si sombre que même le vent n'a pas voulu l'emporter. Ce coin oublié de tous semblait suspendu dans le temps, immunisé au passage des décennies, où les lois, l'éducation et même la compassion semblaient s'être complètement évanouies. Tout a commencé par une visite de routine d'une équipe de vaccination rurale. Un des volontaires, un jeune infirmier du Nord nommé Andrés, s'est dévié du chemin principal à cause d'un éboulement sur la route et a terminé sur un sentier secondaire qui n'apparaissait sur aucune carte moderne. Ce fut alors que, sans le vouloir, il est tombé sur une communauté de pas plus de 8 maisons construites avec des tôles rouillées et du bois pourri. La terre était aride, le silence absolu. Il n'y avait pas de poteaux électriques. On n'entendait pas de radio, ni même des aboiements de chiens. Seul le son brut du vent et une étrange sensation que quelqu'un l'observait depuis les ombres. Une petite fille le regardait depuis la porte d'une de ses cabanes. Déchaussée, vêtue d'un chiffon qui lui couvrait à peine le corps, avec les cheveux noirs complètement emmêlés. Quand il s'approcha, elle ne bougea pas. Elle ne recula pas, ne salua pas. Elle l'observa seulement avec de grands yeux immobiles. Alors, sans ouvrir beaucoup la bouche, elle murmura un mot qui le figea. « Tu es aussi mon oncle ?» Ce fut cette phrase qui lui fit comprendre que quelque chose là n'allait pas bien. Et ce fut aussi cette phrase qui l'amena à découvrir un des cas les plus perturbants dont j'ai mémoire. Mon nom est Burgo, et ceci est Mexique interdit. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire dès maintenant. Ici, vous ne trouverez pas d'histoire commune, mais les secrets que le pays a cachés sous terre, derrière des portes fermées, ou dans les coins où personne ne veut regarder. Abonnez-vous et activez les notifications, et vous osez connaître ce que d'autres préfèrent ignorer. Andrés ne put rien répondre à la petite fille. Il la regarda seulement avec le cœur battant fort. De la cabane sortit une femme au visage sec et ridé, qui semblait avoir entre 40 et 70 ans. Il était impossible de le calculer avec précision. Elle lui dit qu'il n'avait besoin ni de vaccin ni d'aide. Elle lui demanda de partir. Mais avant de partir, Andrés aperçut, à travers l'ouverture d'une porte, un homme âgé assis sur un vieux matelas, l'air absent. Près de lui, une jeune fille enceinte tenait dans ses bras un enfant endormi qui paraissait très jeune. Andrés retourna au centre de santé, mais ne réussit pas à sauter cette image de la tête. Il essaya de le dénoncer, mais ni la municipalité ni le DIF ne connaissaient l'existence de cet établissement. Ils lui dirent ce que c'était probablement une communauté ménonite fermée ou un groupe religieux. Personne ne voulut l'écouter. Ce fut alors qu'il chercha Clara, une infirmière âgée, retraitée, qui avait travaillé pendant des décennies dans la zone rurale. Il lui raconta tout. Elle ne fut pas tant surprise par ce qu'il disait, mais par le lieu dont il parlait. Elle mentionna que, il y a de nombreuses années, elle avait entendu des rumeurs d'une famille qui vivait au-delà de la colline des âmes. Mais qu'aucun fonctionnaire n'avait osé aller si loin. Il disait que là, au temps de la Révolution, des bandits s'étaient réfugiés, et plus tard, un couple de cousins qui avait été expulsé du village pour avoir voulu se marier en secret. Ils s'enfoncèrent dans la Sierra et on ne sut plus jamais rien d'eux. Clara ressentit un appel. Elle ne pouvait rester tranquille. Ainsi, une semaine plus tard, elle et Andrés retournèrent d'eux sur les lieux. Mais cette fois-ci, ils n'y allèrent pas en tant que personnel de santé. Ils y allèrent en tant que témoins. Ce qu'ils trouvèrent à leur arrivée fut encore plus inquiétant. Les mêmes maisons, le même silence.
Mais maintenant, plusieurs personnes les observaient derrière des rideaux de tissu sale. En entrant dans la communauté, un petit enfant sortit en courant et cria quelque chose qu'aucun des deux ne comprit. En quelques secondes, une femme le saisit par le bras et lui dit qu'il ne devait pas parler aux étrangers. Clara s'approcha, leva les mains en signe de paix et lui dit qu'elle voulait seulement aider. La femme, avec une expression mêlant peur et résignation, leur dit qu'ils n'avaient besoin de personne ici, que leur famille était complète, que tout ce qu'ils possédaient, ils l'avaient construit eux-mêmes, sans le monde extérieur. Mais avant qu'ils ne puissent se retirer, une autre silhouette sortit d'une maison voisine. C'était un homme grand, maigre, au visage allongé et aux yeux désorientés. Il marchait lentement, la bouche entr'ouverte et les bras pendants. Il marmonnait des mots qui n'avaient pas de sens. Derrière lui, une jeune femme, visiblement enceinte, le guidait avec une corde attachée à son poignet. Clara n'a pas pu contenir ses larmes. Ce qu'elle voyait n'était pas seulement la pauvreté ou l'abandon. C'était quelque chose de plus profond. C'était une communauté où le temps s'était figé, où les rôles familiaux étaient déformés, où les enfants ne savaient pas ce qu'était une école, et beaucoup ne savaient même pas comment il s'appelait. L'une des fillettes, interrogée sur son âge, répondit « Je ne sais pas. Ma maman me dit que c'est comme après le dernier grand trône. » Il n'avait pas de papier, ne savait ni lire ni écrire. Certains pouvaient à peine parler clairement. Et le plus alarmant, ils se référaient les uns aux autres avec une confusion totale. Une femme disait que son mari était aussi son frère. Un jeune homme disait que sa mère était aussi sa grand-mère. Et ainsi, pièce par pièce, Clara et Andrés commencèrent à assembler un puzzle impossible. Cette nuit-là, Clara écrivit tout dans un cahier. Elle décrivit chaque visage, chaque voix, chaque regard vide. Andrés prit des photographies en cachette, bien que beaucoup soient sortis flous à cause du tremblement de ses mains. Il savait qu'il devait revenir avec des preuves. Il savait que cela ne pouvait pas en rester là. Mais il savait aussi que l'horreur dont ils avaient été témoins n'était qu'à peine la surface. Car cette communauté avait ses propres règles et une histoire enterrée qui n'avait pas encore été entièrement mise au jour. Au moment de partir, la fillette au crucifix réapparut. Cette fois, sans rien dire, elle leva seulement sa main et pointa le ciel. Andrés lui demanda son nom. Elle répondit à voix basse « Ici, nous n'avons pas de nom. Nous ne sommes que de la famille. » Et c'est alors que Clara comprit qu'ils n'étaient pas face à une simple histoire d'isolement. Ils étaient face à une tragédie générationnelle. Une tragédie qui commença par un amour interdit et se termina par une lignée familiale brisée, cyclique, confuse et complètement seule. Le pire type d'inceste n'est pas seulement physique. C'est celui qui détruit l'identité d'une personne avant qu'elle n'apprenne à parler. Celui qui confond l'amour avec le contrôle, le sang avec la propriété. Ce qu'ils ont vu à Chihuahua n'était pas un crime ordinaire. C'était un avertissement. Et il y a encore plus à raconter. Car ce qui s'est passé dans cette sierra ne s'est pas terminé avec la visite de Clara. En fait, cela ne faisait que commencer. Quand Clara et Andrés retournèrent au village, la première chose qu'ils firent fut de contacter discrètement une vieille connaissance de Clara. Un journaliste local à la retraite nommé Don Laureano, qui pendant des années avait documenté des cas d'abandon rural, de cultes secrets et de disparitions dans des zones oubliées du Mexique. En lisant le carnet de Clara, Don Laureano ne dit rien pendant un long moment. Il fuma seulement en silence et à la fin,
il dit qu'il ne pouvait pas le publier. Non par peur des représailles, mais parce que personne ne le croirait. Il expliqua que sans photo nette, sans document, sans un soutien institutionnel, sa note serait prise comme fantaisie ou délire. Mais il leur fit un avertissement. S'ils allaient continuer d'enquêter, ils devraient le faire avec une extrême prudence. Ce type de communautés isolées ne sont pas seulement des victimes. Parfois, elles sont aussi gardiennes de secrets qui ne veulent pas être révélés. Il remercia pour la confiance, leur offrit un café et ferma le carnet avec des mains tremblantes. Ce fut alors que Clara prit une décision qui changerait tout. Elle demanda un congé temporaire en tant que bénévole dans une organisation civile qui offrait une assistance médicale et psychologique dans les zones rurales. Avec ce soutien, elle pourrait retourner sur les lieux avec plus de légitimité, sans éveiller les soupçons. Andrés, de son côté, se procura une petite caméra cachée dans un bouton de chemise et un enregistreur de poche. Il savait que s'ils voulaient révéler ce qui se passait réellement dans cette sierra, ils auraient besoin de plus que des récits. Ils avaient besoin de voix. Et ces voix, bien que brisées et confuses, pouvaient encore parler. Une semaine plus tard, ils repartirent. Cette fois, ils arrivèrent avec une camionnette chargée de provisions, de vêtements, de couvertures, de cahiers, de crayons et d'une trousse de premiers secours complète. À leur arrivée, ils furent accueillis avec un mélange de curiosité et de peur. Certains enfants s'approchaient, regardèrent les boîtes, touchèrent les crayons comme s'ils étaient des objets magiques. Les jeunes femmes, beaucoup d'entre elles enceintes, se tenaient à distance, observant en silence. Les hommes ne sortaient pas des maisons. Clara s'approcha avec son habileté, offrit des biscuits, du savon, une boisson. La fille au crucifix réapparut. Cette fois, avec un léger sourire, elle resta à peine une seconde. Clara lui caressa les cheveux, et en lui demandant son nom, la fille murmura « Parfois, on m'appelle Maria. » Mais pas toujours. Cette phrase se répéta dans d'autres bouches. Personne n'avait un nom fixe. Ils utilisaient des noms interchangeables, génériques. Certains s'appelaient maman et papa, mais aussi frère ou grand-père, selon le jour. Une femme aux yeux enfoncés dit que son fils était aussi son neveu. Une autre jeune femme, avec un bébé dans les bras, affirma que sa petite sœur était aussi sa fille. Clara essayait de ne pas montrer d'horreur. Elle se contentait d'acquiescer, d'écouter et de prendre des notes mentales. Andrés, pendant ce temps, essayait d'enregistrer tout avec discrétion. Mais ce qui l'impactait le plus n'étaient pas les mots, mais les gestes. La manière dont les enfants s'embrassaient entre eux, comme s'ils étaient des époux. La façon dont les adultes les regardaient sans émotion, comme s'ils faisaient partie du paysage. Et surtout, les yeux. Aucun d'eux n'avait cette étincelle d'enfance. C'étaient des yeux opaques, résignés, sans horizon. Une des nuits, pendant qu'ils dormaient dans la camionnette pour plus de sécurité, Clara se réveilla en sursaut. Elle avait entendu un cri. En sortant, elle vit une femme debout devant le feu, pleurant. Elle disait que son fils ne pouvait pas respirer. Clara courut, prit sa trousse de premiers secours et entra dans la hutte. Là, sur un matelas sale, gisait un petit enfant, de pas plus de 5 ans, avec la peau pâle et les lèvres violettes. Il ne répondait pas au toucher. Clara fit tout ce qu'elle put, mais il était trop tard. L'enfant mourut dans ses bras. La mère ne cria pas, ne se jeta pas au sol. Elle se contenta de regarder, en silence, comme si elle était déjà passée par là auparavant. Dans le coin, un homme âgé murmurait une prière confuse, mélangeant des passages de la Bible avec des phrases que Clara ne comprenait pas.
Le plus troublant vint après. Quand ils demandèrent où ils enterreraient l'enfant, personne ne sut quoi dire. Certains dirent qu'ils le mèneraient au trou, d'autres qu'ils le mettraient avec les autres. Clara insista pour les accompagner. Ce fut alors qu'ils découvrirent quelque chose de terrifiant. Derrière une des maisons, il y avait une tranchée, couverte de branches sèches et de pierres. En les enlevant, ils trouvèrent des restes de plusieurs corps, tous d'enfants. Il n'y avait pas de cercueil, ni de croix, ni de nom. Seulement de petits os, certains encore enveloppés dans des chiffons. Clara n'en put plus. Elle sortit en courant et vomit. Andrés la rattrapa et lui dit qu'elle devait partir, qu'elle en avait déjà assez, qu'il ne pouvait plus se risquer. Mais elle refusa. Elle affirma que s'ils partaient maintenant, personne ne ferait rien. Que ces vies, ces morts, resteraient enfouies pour toujours. Elle le supplia d'attendre un peu plus, et Andrés, bien qu'avec peur, accepta de rester un jour de plus. Ce fut ce jour-là que tout changea. Dans l'après-midi, un jeune homme d'environ 17 ans, grand, mince, avec les yeux vitreux et une voix très basse, s'approcha de Clara et lui remit une feuille de papier froissé. Il ne savait pas lire, mais dit qu'il l'avait trouvée dans une vieille boîte, à côté d'une photo. Clara l'ouvrit. C'était une lettre écrite à la main, avec de l'encre presque effacée. Elle disait « Si quelqu'un trouve ceci, sachez que nous ne sommes pas des monstres. Nous avons seulement été oubliés. Mes parents étaient cousins, leurs parents aussi. Personne n'est venu. Personne ne nous a acculés ici, et maintenant nous ne savons pas qui nous sommes. » Au verso, une photo en noir et blanc montrait un jeune couple embrassant un bébé. Derrière, une date. 1954. Cette lettre changea tout. Clara comprit que ce qui se passait là n'était pas le produit de la méchanceté, mais de l'abandon. D'une chaîne qui commença il y a des décennies, avec une expulsion, avec un rejet social, avec une famille qui décida de se cacher pour survivre. Et à chaque génération, la ligne devint plus diffuse. L'inceste cessa d'être un péché. Il devint coutume, norme, nécessité, parce qu'il n'y avait personne d'autre. Cette nuit-là, Clara et Andrés décidèrent de faire quelque chose d'impensable. Tenter de sortir une des filles de là. Ils ne savaient pas s'ils y parviendraient, mais ils savaient que la laisser serait la condamner. Ils choisirent la fille au crucifix. Ils l'appelaient Maria, mais elle-même n'était pas sûre de son nom. Ils lui demandèrent si elle voulait connaître un autre endroit, apprendre à lire et aller à l'école. Elle demanda ce qu'était une école. Clara lui dit que c'était un endroit où les enfants pouvaient rêver. La fille ne comprit pas, mais accepta. Avant de partir, ils laissèrent de la nourriture, des médicaments, des couvertures. Ils dirent au revoir aux quelques-uns qui avaient confiance en eux. Et à l'aube, le cœur battant, ils sortirent sans de la communauté avec la fille dans les bras, sans regarder en arrière. Mais le chemin ne serait pas facile, parce qu'il y avait ceux qui ne voulaient pas que la fille parte. Parce que dans ces montagnes, l'interdit n'était pas l'inceste, mais le changement. Et eux l'avaient défié. La fille voyageait en silence, assise à l'arrière de la camionnette, enveloppée dans une vieille couverture que Clara avait apportée spécialement pour elle. Elle ne parlait pas, ne posait pas de questions, ne montrait ni peur ni enthousiasme. Elle observait seulement par la fenêtre, avec ses grands yeux sombres qui ne semblaient pas enregistrer ce qu'il voyait. Andrés conduisait les mains moites, regardant le rétroviseur toutes les quelques secondes. Clara était à côté de lui, tenant le sac à dos qui contenait la lettre, la photographie et une poignée de notes manuscrites qu'elle espérait remettre plus tard aux autorités compétentes. Mais au fond,
Tous deux savaient qu'ils n'étaient pas tout à fait sûrs de ce qu'ils faisaient. Ils avaient franchi une limite invisible. Ils n'étaient plus de simples observateurs. Ils n'étaient plus des témoins. Maintenant, ils étaient devenus partie de l'histoire. Une histoire trop lourde, trop compliquée pour la porter seuls. Quand ils arrivèrent enfin au village le plus proche, un humble établissement avec une clinique rurale et une école primaire, ils cherchèrent une ancienne amie de Clara, sœur Laetitia, une religieuse qui dirigeait un petit foyer pour enfants. La nonne, en hébergeant la petite fille, comprit immédiatement que quelque chose n'était pas normal. Non pas à cause de ses vêtements ou de son silence, mais à cause de la façon dont elle évitait tout contact humain. Elle lui offrit un verre de lait et un pain. La petite fille l'accepta, mais avant de manger, elle regarda Clara et son visage. « Puis-je » Comme si jusqu'à ce moment, tout devait être approuvé par quelqu'un d'autre. Pendant les jours suivants, ils essayèrent de l'inscrire temporairement au foyer. Mais ils se heurtèrent au premier grand obstacle. Elle n'avait pas d'acte de naissance, ni de cœur P, ni aucun document. Elle était, aux yeux de l'État, une inexistante. Clara tenta d'expliquer la situation avec toute la prudence possible. Mais les bureaucrates écoutaient avec des oreilles sourdes. Ils exigeaient des preuves, des documents officiels, des noms. Rien de tout cela n'existait. Quand ils mentionnèrent la lettre, la photo et les enregistrements, ils leur dirent qu'ils ne pouvaient pas prendre de mesures basées sur des récits oraux ni des témoignages sans soutien légal. Et que, de fait, sortir la mineure de cette communauté pouvait constituer une faute grave. La menace était implicite. Andrés s'enfuria. Il ne comprenait pas comment il était possible de punir celui qui tente de sauver une petite fille de l'abandon et en même temps de protéger l'inaction officielle. Clara, avec plus d'expérience, le calma. Elle lui dit que c'était le Mexique. Un pays où l'invisible n'existe pas tant qu'il n'éclate pas, où l'interdit n'est reconnu que lorsqu'il devient scandale. Elle lui demanda d'être patient, qu'il cherche un autre chemin. Ce fut alors que l'inattendu se produisit. Un après-midi, tandis que la petite fille dessinait des figures simples sur une feuille de papier, car elle ne savait ni écrire ni lire, mais elle intuait des formes. Elle commença à fredonner une mélodie. C'était un air ancien, sans paroles, répétitif, avec un rythme étrange. Clara lui demanda où elle l'avait entendu. La petite fille répondit. Ma maman la chantait quand elle pleurait. Plus tard, Clara répéta cette mélodie à Laetitia, qui reconnut certains accords et des chants religieux similaires de la décennie des années 40, utilisés dans les processions du Nord. La connexion fut ténue, mais elle éveilla quelque chose chez la religieuse. Elle chercha dans de vieilles archives de l'église locale. Et là, parmi des documents jaunis, elle trouva un dossier oublié. Celui d'un couple excommunié en 1953 pour tentative de mariage consanguin. Les noms coïncidaient partiellement avec ce qui était écrit dans la lettre trouvée par l'adolescent. C'était une piste. Et en même temps, une confirmation. L'histoire que Clara et Andrés montaient n'était pas tout à fait nouvelle. Il y avait des antécédents, des échos de quelque chose qui avait déjà été averti, mais jamais pris en compte. Des années d'omission, des décennies d'abandon. La nouvelle commença à circuler discrètement parmi quelques personnes du village. Et elle ne tarda pas à parvenir aux oreilles de ceux qui préféraient que ce passé restât enfoui. Une nuit, Clara reçut un appel anonyme. Une voix masculine, rauque, lui dit sans détour « Rends la fille. Elle n'a aucune idée de ce qu'elle fait. » Andrés, en apprenant cela, proposa d'emmener la mineure dans un autre état.
chercher ainsi cela dans une congrégation ou une maison d'accueil plus éloignée. Mais Clara refusa. Elle dit que s'il se cachait, il perdrait toute possibilité de justice, que la peur ne pouvait pas gagner. Cette même semaine, un homme apparut à l'entrée du refuge. Il se présenta comme l'oncle de la fille. Il avait un faux document et prétendait qu'il venait l'emmener par la volonté de la famille. Mais quand ils lui demandèrent sur le nom complet de la mineure, il hésita. La police locale fut appelée, mais n'agit pas. Ils dirent qu'ils ne pouvaient pas intervenir sans ordre judiciaire. Clara fit face à l'homme, le regardant dans les yeux, et lui dit que s'il touchait la fille, elle-même le dénoncerait pour enlèvement. L'homme ne répondit pas. Il s'éloigna seulement, les poings serrés. Après l'incident, ils décidèrent de garder la fille à l'intérieur du refuge, sous surveillance constante. Mais la peur s'était déjà semée. La fille dormait mal, elle faisait des cauchemars. Elle appelait Clara « maman » et s'accrochait à elle comme si elle craignait d'être rendue. Un jour, elle lui demanda si, dans le nouveau lieu, elle devrait aussi se marier. Clara se figea. Elle ne sut pas quoi répondre. Elle l'étreignit seulement et lui dit « Ici, personne ne t'obligera à quoi que ce soit. » La fille sentit lentement, mais dans son regard, il y avait quelque chose de brisé. Quelque chose que ni le temps ni l'amour ne pourraient réparer entièrement. Pendant ce temps, Andrés réussit à contacter une avocate spécialisée dans les droits de l'enfance. Il lui montra les enregistrements, les photos, la lettre. Elle fut impactée. Elle dit que l'affaire était très grave, mais que si l'on ne procédait pas avec discrétion, il pourrait tout perdre. Son cabinet présenta un recours sous la figure de protection des mineurs, avec une narration centrée sur l'omission de l'État et le droit supérieur de la fille à l'identité et à la sécurité. Ils commencèrent à préparer le dossier. Mais à chaque pas qu'ils faisaient, ils sentaient que quelque chose d'invisible les surveillait. Certaines nuits, ils trouvaient à la grille du refuge forcé. Un chien du quartier apparut mort. Des messages menaçants écrits au charbon furent trouvés sur les murs. Rendez-la, ils ne comprennent pas ce qu'ils font. Le sang ne se brise pas. Clara ne dormait plus tranquille. Laetitia renforça les serrures. Et la fille, encore sans nom légal, commença à s'appeler elle-même Lumière. Elle dit qu'elle l'avait rêvé, qu'un homme à barbe blanche lui avait dit qu'elle était comme une lumière dans l'obscurité. Ce nom, choisi par elle-même, fut celui qu'ils utilisèrent dans la plainte. Lumière, parce que cela représentait un rayon de clarté au milieu d'un épais brouillard de secrets, d'abus normalisés, de générations marquées par l'ignorance. Un nom qui n'apportait pas de passé, mais qui ouvrait une possibilité. Quand ils présentèrent enfin la plainte, ce ne fut pas à Chihuahua. Ce fut à Mexico, avec le soutien d'une organisation nationale. Là, les documents furent pris au sérieux. Une psychologue infantile fut assignée, une intervention fédérale fut demandée. Mais l'histoire était loin de se terminer. Parce que pendant que tout cela se passait, au plus profond de la Sierra, la communauté d'où Lumière était partie se préparait à quelque chose. Un homme âgé, considéré comme leader de ce groupe, réunit les adultes. Il leur a dit que la fille qu'il avait emmenée était spéciale, que si l'on en parlait, tous seraient en danger, qu'il était temps de serrer les rangs, que personne d'autre ne devait entrer. Et s'ils essayaient, ils ne sortiraient pas. Et ainsi commença un nouveau chapitre. Un où il ne s'agissait plus seulement de sauver une fille. Maintenant, c'était une lutte pour briser le silence, pour arrêter le cycle, et pour affronter ceux qui, pendant des générations, ont confondu famille avec enfermement, amour-composition et sang avec destin. Le dossier de Luz fut accepté par les autorités de Mexico.
Et pour la première fois en des décennies, quelqu'un en dehors de cette sierra donnait un nom à une histoire enterrée. Le nom choisi par elle devint symbole et bouclier. Mais bien que la loi commençât à bouger lentement, dans les ombres de Chihuahua, le silence devenait plus dense. La communauté, ce regroupement fermé de maisons en bois pourri et de regards vides, savait qu'elle avait été exposée. L'absence de la fille se ressentait comme un vide ouvert, un air froid au milieu de l'enfermement familial. Certains des adultes, confus et effrayés, commencèrent à demander si le monde de l'extérieur les punirait. Mais le leader, le plus vieux de tous, répétait qu'il ne devait pas s'en mêler, parce que cette fille ne savait rien, qu'elle était contaminée, et que si elle revenait, elle serait purifiée. Pendant ce temps, dans la ville, Clara et Andrés vivaient entre bureaux, réunions légales et nuits d'insomnie. L'avocate qui les assistait, Patricia, une femme ferme et silencieuse, les avertit que, aussi solide que fût l'affaire, le système pouvait se refermer comme un piège si l'on ne gérait pas chaque étape avec prudence. Il y avait des intérêts politiques, bureaucratiques, et une culture institutionnelle qui préférait regarder ailleurs lorsqu'il s'agissait de zones rurales et de votes ni caméra. Mais malgré cela, ils obtinrent une première victoire. La protection officielle temporaire de Luce, assignée sous la garde de la congrégation dirigée par Laetitia, à la condition de suivre un processus de réintégration émotionnelle et d'adaptation sociale. Luce commença à assister à des cours de base avec d'autres filles de l'abri. Au début, elle ne parlait pas. Elle s'asseyait en silence, observant tout avec un mélange d'étonnement et de distance. Mais petit à petit, elle commença à dessiner. Ses premiers traits seront confus. Cercles concentriques, figures sans visage, croix inversées sans comprendre la signification. Puis, apparurent des visages. Celui d'une femme aux cheveux longs et à l'expression triste. Celui d'un homme aux grands yeux, avec une corde à la main. Celui d'une maison avec une seule fenêtre et sans porte. La psychologue infantile assignée, une jeune femme nommée Mirella, interpréta ces dessins comme une expression traumatique. Mais ce qui attira le plus son attention fut la manière dont Luce se référait à certaines personnes avec plus d'un rôle. Elle disait que sa mère était sa sœur et que son père était aussi son grand-père. Quand Mirella demanda si elle comprenait pourquoi cela n'était pas possible, la fille baissa la tête et répondit « C'est que là-bas tout est famille ». Cette phrase, dite avec une innocence absolue, marqua Mirella profondément. Parce que ce n'était pas seulement une confusion génétique. C'était la manifestation d'une logique déformée par des générations, où la parenté ne se construisait pas à partir de liens affectifs sains, mais d'une répétition aveugle. Luce ne connaissait pas un autre monde. Pour elle, le corps était héritage et obligation. L'amour, une dette. L'obéissance, une forme d'être accepté. En parallèle, Andrés décida de retourner à Chihuahua cette fois sans Clara pour ne plus l'exposer. Son plan était de recueillir de nouvelles preuves, d'essayer de parler à quelqu'un au sein de la communauté, de confirmer s'il y avait plus d'enfants en danger. Il a contacté un photographe documentaire, spécialisé dans les villages fantômes et les zones marginalisées, pour qu'il l'accompagne avec un appareil photo plus discret. Ensemble, ils se sont dirigés vers la Sierra, avec des cartes mises à jour, des lampes de poche et un enregistreur camouflé. Mais en arrivant, ils se sont retrouvés face à un paysage différent. Là où il y avait auparavant des chemins de terre, il y avait maintenant des arbres abattus. Les maisons semblaient inhabitées. On n'entendait ni voix ni pas. L'endroit avait été encore plus dissimulé, comme si la terre avait voulu l'engloutir. Mais Andrés savait qu'ils étaient là. Il le sentait. Dans l'ombre, derrière les fentes, il y avait des yeux qui observaient,
À un moment donné, ils ont entendu un chant, une voix féminine, monotone, répétant une mélodie en boucle. C'était la même que Luz avait fredonnée des semaines auparavant. Andrés l'a enregistrée. Le photographe a pris quelques photos. Mais ils ne purent pas s'approcher davantage. L'air était dense et la peur grandissait à chaque minute. En rentrant, Andrés a remis le matériel à Patricia, qui a commencé à rédiger une plainte formelle pour possible disparition forcée de mineurs, négligence étatique et dissimulation. Mais ils avaient besoin de quelque chose de plus percutant. C'est alors que la chance, ou le destin, leur a porté un coup inattendu. Une employée du registre civil de Chihuahua, en entendant l'affaire lors d'une discussion informelle, a confessé qu'il y a des années, elle avait reçu des documents étranges où plusieurs naissances étaient enregistrées avec les mêmes parents, malgré les années de différence. Les signatures étaient identiques, les noms répétés. Tout indiquait que quelqu'un avait falsifié des documents au sein du système pour maintenir une structure de légalité apparente. Avec cette pièce en main, l'avocate a pu présenter l'affaire devant un tribunal fédéral. Pour la première fois, un juge a accepté d'émettre un ordre d'enquêter formellement sur la communauté, sous la supervision de la Garde nationale et avec l'accompagnement des droits humains. L'opération fut préparée en secret. Elle ne devait pas fuiter. Il ne pouvait pas les prévenir. Parce qu'il savait que s'il leur donnait du temps, ils disparaîtraient de nouveau. Le jour de l'opération, Clara n'a pas dormi. Laetitia a allumé une bougie dans la chapelle de l'auberge. Luz Pilot a porté le crucifix en bois qu'il avait gardé depuis qu'il l'avait reconnu. Andrés, de côté, observait tout en silence. Il savait que cette journée marquerait un avant et un après. Que ce n'était plus seulement une histoire, c'était une bataille. La caravane monta lentement par les routes de la Sierra, avec des véhicules officiels camouflés, du personnel qualifié et un médecin légiste au cas où ils trouveraient des restes. Il leur fallut 8 heures pour arriver au point indiqué. Mais ce qu'ils trouvèrent fut plus dévastateur qu'ils ne l'imaginaient. Les maisons étaient toujours là, mais vides. À l'intérieur, des couvertures sales, des poupées improvisées avec des chiffons, de la vaisselle à laver. L'une des maisons avait des symboles étranges marqués au charbon sur les murs. Dans une autre, ils trouvèrent une fosse fraîche, récemment couverte, avec des vêtements d'enfants humides. Il n'y avait pas de corps visible, mais l'odeur était inimitable. Le silence était absolu. Andrés est entré dans la cabane où il avait vu Luz pour la première fois. Sur le sol, un dessin d'enfant gravé avec une pierre montrait une figure en hauteur, avec des rayons autour. En bas, plusieurs petites figures s'étreignaient. Au pied du dessin, un mot mal écrit, Luma. C'était comme si quelqu'un avait essayé de se souvenir ou d'écrire son nom, mais ne l'avait pas gravé entièrement. L'opération n'a pas trouvé de personne. Mais oui, des preuves. Des restes de vêtements, des objets d'enfants, un carnet avec des noms répétés. Tout a été documenté. Patricia savait qu'avec cela, il ne suffirait pas de condamner, mais bien d'incommoder, pour obliger l'État à se prononcer. Et ainsi fut. Des jours après, la nouvelle commença à circuler dans de petits médias. On parlait d'une communauté disparue, d'un possible inceste générationnel répété, d'enfants nés sans enregistrement. Certains programmes de radio abordèrent le sujet avec sensationnalisme. D'autres l'ignorèrent complètement. Mais quelque chose changea. Pour la première fois, les yeux se tournaient vers cette Sierra. Et Luz, pendant ce temps, apprenait à écrire son nom. Avec des lettres tordues, avec patience, avec des larmes. Quand elle y parvint, elle le montra à Clara et lui dit « Maintenant ils ne peuvent plus me l'enlever, n'est-ce pas ?» Clara l'embrassa. Elle lui dit que non.
que ce nom était le sien, que cette histoire aussi. Et quoi? Bien que le passé la poursuivrait, elle avait maintenant quelque chose que personne d'autre ne pouvait décider pour elle, sa voix. Mais l'histoire ne se termine pas encore. Parce que même quand la vérité commence à sortir, les fantômes du silence continuent de chercher des façons de revenir. L'écho de la Sierra continuait de battre dans la poitrine de Clara, même à des kilomètres de distance. Bien qu'ils n'y fussent pas non plus, bien que les maisons semblassent vides et les portes fermées, quelque chose de cet endroit était resté piégé chez tous ceux qui l'avaient permis foulé. Andrés les sentait dans ses rêves, où les visages sans nom le regardaient depuis l'obscurité de huttes sans fenêtre. Luz le portait sur la peau, dans la façon dont elle tremblait quand quelqu'un l'embrassait par surprise, ou quand elle entendait une porte se fermer avec force. Clara le portait sur ses épaules, sur chaque page du cahier où elle avait noté les détails que le monde semblait vouloir oublier. Après l'opération, les autorités se virent obligées d'émettre un communiqué succinct. Elles reconnurent l'existence d'une communauté sans registres officiels, signalèrent de la possibilité de négligence dans le système de santé et d'éducation rurale et promirent une enquête interne. Mais elles ne mentionnèrent pas le mot inceste. Elles ne parlèrent pas d'abus. Elles ne reconnurent pas l'horreur qui s'était répétée pendant des générations, sous leur nez, entre de vieux arbres et des chemins poussiéreux. Elles dirent seulement que des mesures seraient prises. Patricia, l'avocate, savait que cela signifiait peu ou rien, que le poids de soutenir la dénonciation retombait maintenant sur eux. Ils commencèrent à recueillir des témoignages d'autres travailleurs sociaux, professeurs ruraux, religieux et médecins, qui, à un moment donné, avaient entendu des rumeurs similaires dans d'autres parties du pays. Certaines histoires parlaient d'enfants qui ne connaissaient pas leur âge. D'autres, de femmes enceintes qui assuraient n'être jamais sorties de leur maison. Il y avait des schémas. Il y avait des signes. Mais personne ne les avait connectés jusqu'alors. Au milieu de ce travail, Luz suivait son processus de réintégration. Elle commença à assister à des thérapies hebdomadaires avec Mirella, la psychologue. Elle apprenait de nouveaux mots chaque jour. Elle écrivait des phrases courtes. « Je suis Luz. Luz est ici. Je ne pars pas. » Chacune était une affirmation. Une tentative d'affirmer son existence après avoir été invisible. Elle commença aussi à poser des questions. Elle voulait savoir ce qu'était une famille normale. Que faisaient les parents avec leurs enfants? Pourquoi certaines filles avaient des anniversaires et d'autres non? Pourquoi, si elle avait été, personne ne lui avait donné de jour? Un après-midi, pendant le goûter, Luz demanda si elle pouvait avoir une bougie dans sa chambre. Clara lui demanda pourquoi. Et elle répondit « Pour parler avec Dieu sans qu'il n'ait peur de moi ». Cette phrase désarma tout le monde. Parce que dans son monde antérieur, Dieu avait été un nom interdit ou manipulé. Parfois, c'était celui qui punissait. Parfois, celui qui se taisait. Jamais celui qui écoutait. Laetitia, la sœur de l'auberge, commença alors à lui enseigner de petites prières. Elle n'imposa aucune doctrine. Elle lui parla seulement d'un Dieu qui étreint, qui pardonne, qui n'a pas besoin de sang ni de châtiment pour aimer. Luz commença à mieux dormir. Elle n'avait plus de cauchemars toutes les nuits. Parfois, elle riait même. Un jour, elle dessina une maison avec beaucoup de fenêtres. Au centre, une figure aux cheveux courts, entourée d'autres plus petites. On lui demanda qui c'était, et elle répondit « C'est moi quand j'aurai une fille. » Mais elle aura son propre nom. Elle n'utilisera pas le mien. Pendant ce temps, l'équipe légale de Patricia parvenait à ouvrir un dossier d'enquête formelle au parquet des délits contre l'enfance. Une expertise anthropologique fut demandée pour comprendre la structure de la communauté. Une nouvelle inspection fut demandée avec l'accompagnement d'organisations internationales.
Mais les attaques commencèrent aussi. Un média local publia une note qui accusait Clara et Andrés de manipulation émotionnelle et d'exagération. Il disait qu'il n'y avait pas de preuves claires d'inceste, que tout était le produit d'un regard colonialiste sur une communauté alternative. C'était une défense déguisée, mais dangereuse. La note devint virale parmi certains cercles qui défendaient l'autodétermination des communautés fermées. Des groupes radicaux commencèrent à envoyer des messages agressifs à l'auberge. Certains parlaient de vol de mineurs. D'autres disaient que Clara cherchait la gloire. Laetitia reçut une menace écrite. « Laissez en paix ce que vous ne comprenez pas ». Même Luz commença à remarquer la nervosité chez les adultes. Un jour, elle demanda à Clara si c'était un péché d'être sortie de chez elle. Clara lui prit les mains et lui dit que non. Que la seule mauvaise chose était d'obliger quelqu'un à rester là où il ne voulait pas être. Pour la protéger, ils décidèrent de la changer d'emplacement. Elle fut transférée dans une auberge plus sûre, avec un accès limité et une surveillance. Mireia continua de l'accompagner. Clara allait la visiter chaque semaine. Andrés, de temps en temps, lui écrivait des lettres qu'elle gardait dans une petite boîte en carton. Elle lisait ces lettres la bouche silencieuse, suivant les mots du doigt, comme si chaque ligne était un pont vers un monde distinct. Un jour, pendant une session avec Mireia, Luz raconta un rêve. Elle dit qu'elle avait vu une femme dans la forêt, vêtue de blanc, qui tenait une lanterne allumée. Que cette femme lui disait de ne pas revenir en arrière. Que le chemin était long, mais la lumière ne s'éteint pas si on la protège. Quand Clara l'entendit, elle sut que la fillette trouvait son propre langage. Que l'obscurité n'était plus la seule voix dans sa tête. Cependant, tout n'était pas progrès. Patricia reçut une notification inquiétante. La communauté avait interposé une plainte formelle, assurant que la fillette avait été enlevée par des personnes externes. Ils utilisèrent des avocats, des noms faux, des documents irréguliers. Mais ils parvinrent à ouvrir un processus. L'État devait maintenant démontrer que la garde temporaire était légitime et nécessaire. C'était un nouveau front de bataille. Le juge en charge demanda une audience spéciale. Clara fut citée. Andrés aussi. Luz devait déclarer. Bien qu'elle eût un soutien psychologique et une protection juridique, le simple fait de la placer devant un tribunal était une énorme violence symbolique. Malgré tout, ils ont accepté. Parce qu'ils savaient que, si Luz parlait, tout pourrait changer. Le jour de l'audience, la salle était pleine de silence. Luz est entrée avec une robe blanche et le crucifix à la main. Elle a marché lentement, sans regarder sur les côtés. Elle s'est assise devant le microphone et quand le juge lui a demandé si elle voulait parler, elle a seulement dit « Oui, mais je ne sais pas comment ». Alors, Clara lui a pris la main et lui a dit « Dis seulement ce que tu ressens ». Luz a respiré profondément. Et d'une voix implorante, elle a commencé à raconter son histoire. Elle n'a pas utilisé de termes légaux. Elle n'a pas parlé d'inceste ni d'abus. Elle a seulement dit que là où elle vivait avant, personne n'avait de nom. Que les nuits étaient longues, que parfois il n'y avait pas de nourriture. Que les mères étaient aussi des sœurs, et qu'un jour, quelqu'un lui avait dit qu'elle pouvait avoir un nom différent, qu'elle pouvait avoir de la lumière. Là. Quand elle a terminé, il y eut un silence si profond qu'il semblait que personne ne respirait. Le juge a ajusté ses lunettes. Il a pris des notes. Et avant de suspendre la séance, il a regardé Luz et lui a dit « Merci pour ton courage ». Clara est sortie du tribunal, le cœur serré. Andrés avait les yeux rouges. Patricia, pour la première fois, a souri. Il savait que tout n'était pas gagné. Mais il savait aussi que cet enfant avait fait ce que beaucoup d'adultes n'osent pas, nommer l'horreur sans haine.
raconter sa vérité sans rancune. Mais l'ennemi était toujours là, silencieux, caché. Et il n'était pas disposé à céder sans lutter. Le témoignage de Luz ne fut pas une simple déclaration judiciaire. Ce fut une fissure ouverte dans un mur de décennies de silence. Les mots d'une enfant sans nom, sans anniversaire, sans passé officiel, ont résonné au-delà du tribunal. En quelques jours, des fragments du cas ont commencé à circuler parmi les défenseurs des droits de l'homme, les journalistes indépendants et les organisations internationales. Bien que la plupart des grands médias l'aient ignoré, il y a eu ceux qui ont décidé d'écouter. De petits portails d'information, des blogs d'investigation, même des universités ont commencé à demander l'accès au dossier. L'histoire qui avait été enterrée dans la Sierra de Chihuahua commençait à sortir du sous-sol. Le juge, après avoir analysé les documents, écouté les experts et considéré la gravité des circonstances, a rendu une résolution historique. Luz resterait sous garde protégée, avec une assistance psychologique, éducative et spirituelle. La nécessité de créer un nouveau cadre d'identité pour elle a été reconnue, lui permettant d'adopter légalement le nom qu'elle avait choisi. Pour la première fois, l'État reconnaissait non seulement son existence, mais aussi son droit de décider qui elle était. Cependant, la résolution a également révélé une vérité douloureuse. Il n'y avait pas de garantie suffisante pour intervenir directement dans la communauté sans mettre en danger les éventuels habitants. L'accès était complexe, la structure interne était hermétique, et les institutions locales restaient ambiguës et réticentes. Le dossier resterait ouvert. Mais les actions concrètes dépendaient de futures preuves, d'autres voies comme celle de Luz. Et cela, pour Clara, c'était comme laisser une porte entr'ouverte vers l'abîme. Dans les mois suivants, la vie de Luz a pris des tournants lents mais fermes. Elle a commencé à suivre des cours réguliers, a appris à écrire des phrases complètes, à lire des contes simples. Mireia remarquait qu'elle n'évitait plus le contact physique, qu'elle cherchait même des câlins. Laetitia l'a intégrée à de petites activités communautaires de l'abri, où Luz a découvert qu'elle pouvait prendre soin des autres sans que cela implique de se perdre elle-même. Andrés lui rendait visite de temps en temps, et elle courait lui montrer ses nouveaux dessins, ses carnets pleins de lettres tordues, ses fleurs en papier. Une nuit, lors d'une conversation tranquille sous le porche de l'abri, Luz a demandé à Clara si elle pourrait un jour retourner à la Sierra. Non pas parce qu'elle voulait revenir, mais parce qu'elle avait peur d'oublier. Clara lui a répondu que la mémoire ne s'efface pas, mais qu'elle se transforme, qu'elle ne devait pas porter tout ce qu'elle a vu, mais bien s'en souvenir, pour que cela ne se répète pas. Luz a ressenti lentement, comme quelqu'un qui comprend quelque chose qu'il ne peut pas dire à voix haute. C'est alors qu'elle a écrit sa première lettre complète. Elle l'a adressée à qui vit là où il n'y a pas de lumière. En elle, elle n'accusait pas, ne réclamait pas. Elle disait seulement qu'il y avait d'autres façons de vivre dehors, que personne ne mérite d'être le propriétaire du corps d'un autre, que les filles peuvent grandir sans peur. Elle a signé avec son nouveau nom, avec des lettres tordues mais fermes. Luz Aimé Gonzal. Ce n'était pas un nom de famille hérité. C'était un nouveau, choisi par elle. Enregistré légalement. Reconnu par un pays qui, enfin, l'appelle. Pendant ce temps, Clara et Patricia ont continué à travailler en silence. Elles ont préparé des rapports, coordonné des réseaux de soutien, cherché un financement pour un projet pilote qui permettrait de détecter d'autres communautés en situation d'isolement extrême. Andrés, de son côté, a commencé à écrire une chronique avec tous les détails qu'il avait enregistrés,
sans sensationnalisme, avec respect, avec vérité. Il savait que beaucoup ne voulaient pas le lire. Mais il savait aussi que se taire est une autre forme de complicité. 1 an après sa sortie, Luz a allumé une belle lors d'une cérémonie intime organisée par l'abri. Ce n'était pas une fête, c'était un rituel de renaissance. Là, devant une croix sur une chaise et une feuille blanche où elle avait écrit son histoire avec ses propres mots, Luz a dit quelque chose que Clara n'oublierait jamais. « Je ne suis pas né quand je suis sorti de ma maman. Je suis né quand quelqu'un m'a demandé comment je m'appelais et m'a laissé choisir. » Cette phrase a ensuite été partagée sur les réseaux par une professeure qui a assisté à l'événement. Elle est devenue virale sans le vouloir. Beaucoup de personnes l'ont citée. Certaines ont pleuré. D'autres se sont fâchées. Certaines l'ont utilisée à des fins politiques. Mais Clara savait que cette phrase n'appartenait à personne. Elle était à Luz et à toutes les filles et garçons qui vivent dans des coins du pays où la voix de personne n'arrive encore. Aujourd'hui, Luz a 13 ans. Elle rêve d'être maîtresse. Elle dit qu'elle veut retourner un jour à la Sierra, mais pas pour y rester. Juste pour raconter des histoires. Pour dire aux autres qu'il y a plus de chemin, que les noms peuvent changer, que le sang ne décide pas de l'avenir. Le dossier reste ouvert. Il y a des fonctionnaires qui préfèrent qu'il se ferme. Il y a des archives qui disparaissent. Mais il y a aussi des personnes qui continuent de chercher, de demander, de pousser des portes. Cette chaîne est l'une de ces portes. Si cette histoire vous a touché, si vous avez ressenti de la rage, de la tristesse ou de l'espoir, je vous invite à vous abonner. Pas pour moi. Pour elle, pour eux, pour ceux qui n'ont pas encore été vus. Pour ceux qui n'ont pas encore de nom. Ici au Mexique, interdit, nous ne vous racontons pas de nouvelles. Nous vous racontons des vérités que beaucoup préfèrent ignorer. Activez la cloche. Partagez cette vidéo. Laissez votre commentaire. Et si vous croyez en quelque chose au-delà du visible, je vous demande de prier. Peu importe à qui. Peu importe comment. Mais maintenant pour les enfants qui attendent encore d'être trouvés. Prie pour les filles qui n'ont jamais eu d'anniversaire. Prie pour les familles brisées et pour ceux qui luttent pour se reconstruire. Car tant qu'il y aura quelqu'un qui se souvient, tant qu'il y aura quelqu'un qui écoute, tant qu'il y aura quelqu'un qui nomme, l'obscurité ne gagne pas.